merci, cher ami, merci, professeur Marakchi. Je remercie encore une fois le bureau actuel de la STPI et le bureau de l'ESPILF, dont ses membres sont en train de partir pour entrer en France. Et on va essayer de voir les actualités de la prise en charge du paludisme. Comme vous le savez, le paludisme est une maladie ancestrale qui est répartie essentiellement en zone tropicale, intertropicale, avec beaucoup de concentration sur l'Afrique subsaharienne, sur le Brésil, l'Amazonie, le pseudo-continent indien, bien sûr l'extrême est asiatique et l'Océanie. Le traitement du paludisme donc, a commencé depuis très longtemps. On va voir un peu d'historique, mais c'est une perpétuelle évolution avec l'évolution des connaissances et des découvertes scientifiques. Et on sait que tout a été malheureusement dépendant des résistances de plus en plus fréquentes de Plasmodium falciparum. Les connaissances sur les pharmacocinétiques, pharmacodynamiques sur terrain particulier et bien sûr les nouveautés des recherches. L'OMS révise ses recommandations quasiment chaque année avec des lignes directrices, mais de temps en temps, tous les 4 à 5 ans, elle sort des recommandations. La prochaine elle va paraître très incessamment fin 2021. Et depuis 2006, l'OMS a imposé ou recommandé vivement la bithérapie à base de combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine ou de dérivés d'artémisinine. Donc en février 2021, il y a eu l'apparition des lignes directrices sur lesquelles je me suis basée pour faire la mise à jour du consensus de traitement du paludisme. Et ce qui est certain actuellement, c'est qu'on a beaucoup de résistance à l'artémisinine au sein de 6 régions particulières qui sont le Laos, le Cambodge, le Myanmar. Donc en fait, c'est l'extrême est asiatique essentiellement et les frontières indo-chinoises avec le Myanmar. Il y a beaucoup de travaux actuellement sur soit de nouvelles cibles thérapeutiques, soit sur des associations qui améliorent l'activité de l'artémisinine ou de ses dérivés. Donc on va suivre ce plan suivant avec le traitement du paludisme grave, le traitement des populations particulières, du paludisme grave, et enfin on finira par les recherches en cours. Historiquement, donc, depuis le XVIIe siècle, on sait un peu traiter le paludisme grâce à des concoctions de quinquina. C'est réellement de là qu'est sortie la quinine. Et pendant très longtemps, c'était uniquement ce produit qui a été utilisé. Il est devenu synthétique en 1940 avec le dérivé de quinine le plus connu, chloroquine, puis hydroxychloroquine. Et 20 ans après, on a vu apparaître des résistances. Et à partir des années 70, on a vu l'artémisinine et ses dérivés apparaître au niveau du commerce international, mais avec bien sûr la mefloquine et d'autres molécules. Et 20 ans après l'utilisation massive de la mefloquine, on a vu apparaître des résistances. Et à partir de 2006, on a vu apparaître des résistances aussi à l'artémisinine au niveau de l'extrême est asiatique, ou une diminution de l'activité, ce qui a fait recommander fortement les associations à base de dérivés d'artémisinine. Donc il y a des principes généraux dans la prise en charge des paludismes qui doivent être respectés par tous. C'est un diagnostic précoce. Dès lors que quelqu'un revient d'un pays impaludé, on sait tous qu'en Tunisie, on n'a plus de paludisme depuis janvier 1980, mais on a fréquemment du paludisme d'importation, soit des Tunisiens qui vont à l'étranger en pays impaludé, soit des subsahariens ou des Asiatiques qui viennent chez nous. Et donc, dès la suspicion clinique, on doit très rapidement faire un diagnostic pour pouvoir débuter un traitement efficace afin d'éviter les aggravations. Il faut user de façon rationnelle les antipaludiques, uniquement en cas de paludisme prouvé. Et là, c'est vrai qu'on se base sur le frottis-goutte épaisse, mais en cas de situation d'urgence, les tests de diagnostic rapide sont très efficaces pour le diagnostic. Reste qu'il y a un piège, c'est qu'ils peuvent persister très longtemps positifs. Donc s'il n'y a pas de symptômes, on ne peut pas se baser sur le TDR pour dire que quelqu'un a un accès palustre. Là, il faut le confirmer par frottis-goutte épaisse pour éventuellement éviter les réinductions parasitaires. La durée aussi doit être adéquate. Il faut user de combinaisons thérapeutiques afin d'éviter les résistances et des posologies adaptées au poids. Et là, ce qui a été révisé dans les lignes directrices, c'est surtout les posologies pédiatriques, où on doit optimiser au maximum les posologies afin d'éviter les concentrations suboptimales et qui n'arrivent pas à stériliser le corps des parasites circulants. Et ceci, bien sûr, pour limiter les résistances. Il faut éviter donc les monothérapies en associant aux dérivés d'artémisinine, soit de la mefloquine, soit de la pyrimétamine, amodiaquine ou chloroquine.
ou encore on peut avoir beaucoup d'autres associations. Mais de toutes les manières, à chaque fois qu'on utilise un antiparasitaire seul, on finit très rapidement, au bout de 10 à 15 ans, à voir apparaître des résistances. Il ne faut jamais utiliser de schéma incomplet. Donc la dose en attendant le résultat du frottis goutte épaisse doit être proscrite, sauf si on est en contexte d'urgence avec un paludisme grave, très suspect sur le plan clinique et on n'a pas d'autres orientations diagnostiques. Sinon, chez les semi-immunisés, il ne faut jamais utiliser un schéma de moins de 3 jours. Si on commence un traitement, c'est 3 jours et pas moins que ça. Le schéma donc doit être complet. Et même si on commence devant un paludisme grave avec un traitement injectable, il faut le faire suivre systématiquement par 3 jours de combinaison thérapeutique à base de dérivés d'artémisinine, qu'on va appeler dorénavant CTA. Donc, bien sûr, à chaque fois qu'on en a besoin, si le patient vomit, on peut mettre des antiémétiques, passer au traitement injectable, les antipyrétiques si la fièvre est mal tolérée, les anticonvulsivants, bien sûr, uniquement s'il y a des convulsions et non pas d'une façon préemptive. Donc, le traitement du paludisme non grave, il est basé sur les associations à base de dérivés d'artémisinine. Il y a 5 associations qui sont validées par l'OMS depuis très longtemps, depuis 2006, qui sont très actives sur les différents parasites présents actuellement dans la nature. Et il y a une troisième qui est très recommandée, une sixième pardon, qui est très recommandée, c'est l'artésunate avec pyronaridine qui est utilisée chez les adultes et les enfants de plus de 5 kg, mais on n'a pas encore de recul par rapport aux enfants de moins de 5 ans. Pour la durée de traitement, c'est 3 jours pour les CTA, et avec ces 3 jours, on a sur le plan international moins de 5% d'échecs, qui est un pourcentage nécessaire pour dire que le traitement est toujours efficace. Si on a 10% ou plus d'échecs, c'est qu'on est dans une situation où on doit craindre réellement une résistance parasitaire, et auquel cas il faut réellement voir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que les patients ou la cohorte n'a pas respecté le traitement ou penser à changer complètement de thérapeutique et de recommandation nationale. Donc avec ces CTA et ces 3 jours de CTA, on a un faible risque d'échec à 28 jours et un faible risque de persistance de gamétocytes à J7. Les précautions dont on doit s'entourer, c'est de vérifier les interactions médicamenteuses, surtout si le patient prend d'autres médicaments comme l'infecté par le VIH. Vérifier que l'absorption a été optimale et l'une des causes d'apparition de résistance à artésunate luméfantrine ou de diminution d'activité, c'est la faible absorption de luméfantrine si on ne recommande pas aux patients de prendre un repas gras avec le traitement antipaludique. Et l'un des repas gras les plus simples à avoir, c'est un verre de lait ou un yaourt parce que c'est très riche en gras d'une façon naturelle. Bien sûr, il faut surveiller les effets indésirables qui sont très multiples. Avec la mefloquine, c'est surtout les troubles psychiatriques et cardiaques. Mais avec amodiaquine, il y a aussi la neutropénie qu'il faudra surveiller. Mais bon, pour le moment, on n'a pas cette molécule en Tunisie. Donc, pour les nouvelles posologies de CTA, vous voyez très bien qu'on arrive à la posologie adulte à partir de 35 kg. Donc, on ne doit pas attendre que le patient ait un poids d'adulte pour avoir cette posologie. Tout comme par l'artésunate amodiaquine, où à partir de 36 kg, on met la dose optimale d'adulte et on ne va pas suivre les anciens ABAC des posologies pédiatriques. Pour l'artésunate mefloquine, qui est une association très active, il y a des associations fixes avec 100-200 mg et dans lesquelles on a un respect absolu des 25 mg kg de mefloquine, mais cette fois-ci, on ne va pas les donner en une seule journée. On va les répartir en 3 jours comme l'artésunate. Et ça diminue énormément les effets indésirables de la mefloquine tout en améliorant l'activité. Et c'est à peu près le rapport 4 à 8 mg kg par voie orale. Pour l'artésunate avec sulfadoxine pyrimétamine, il faut atteindre 50 kg pour donner la posologie adulte optimale. Pour la dihydroartémisinine, qui est un dérivé naturel de l'artémisinine, mais qui est beaucoup plus actif que la molécule mère elle-même avec pipérakine, là, les posologies sont maximales à partir de 80 kg, mais on commence à avoir une posologie adulte à partir de 36 kg. Quels sont les traitements complémentaires dont on doit s'entourer? C'est éviter la transmission au sein de la population, bien sûr par toutes les mesures nécessaires pour la lutte antivectorielle, mais aussi par la prophylaxie. Et la prophylaxie est à base de primakine, 0,25 mg kg en dose unique à J1 pour Plasmodium falciparum. Ce n'est plus J2, c'est J1. Donc le jour où on commence les ACT, on donne la dose unique de primakine, à l'exception des grossesses, des femmes allaitantes et des nourrissons de moins de 6 mois.
Donc, on va passer aux populations particulières. Et donc, pour les femmes enceintes, à tout terme, la primaquine et les tétracyclines sont contre-indiquées absolument et sont exclues. On ne peut pas le donner. Et l'OMS et ses experts sont en train de penser à un schéma à 5 jours parce qu'il est mieux toléré et il donne de meilleurs résultats chez la femme enceinte, mais il n'a pas encore été validé. A priori, ils vont en parler dans le consensus 2021. Au premier trimestre, si c'est un Plasmodium falciparum, c'est quinine avec clindamycine pendant 7 jours. Et pour les autres espèces, c'est quinine pendant 7 jours. Lors du deuxième et troisième trimestre, on peut utiliser toutes les associations à base de CTA qui sont très très bien tolérées. Il ne faut jamais donner de 5 mg d'acide folique parce que là, ça va contrer complètement l'activité des antipaludéens. Par contre, on peut donner 0,4 à 0,5 mg par jour, qui sont des doses filées, qui peuvent protéger le fœtus et la maman contre la toxicité des médicaments, mais sans intervenir ni interagir sur l'activité des antiparasitaires. Mefloquine artésunate est aussi permis pendant deuxième et troisième trimestre. Sinon, on peut utiliser quinine avec Linda pendant 7 jours si on n'a aucune alternative. Et il faut faire attention avec la quinine pendant surtout le troisième trimestre. Le risque hypoglycémique est très très important chez la femme enceinte, donc il faut en tenir compte et la surveiller de très très près. Est-ce qu'on est en train de réellement adhérer à ces recommandations chez la femme enceinte? Sur cette étude qui montre une étude critique avec une revue, les différentes études que je suis en train de montrer ne montrent pas une adhésion totale aux recommandations de l'OMS. Il y a parfois des gens qui donnent de la primaquine, d'autres qui ne donnent rien du tout. D'autres ne surveillent même pas la femme enceinte. Donc réellement, les protocoles ne sont pas réellement admis ni reconnus par les prescripteurs. Chez les nourrissons et les enfants, la primaquine est contre-indiquée bien sûr chez les moins de 6 mois, les cyclines chez les moins de 8 ans. Et donc chez tous les enfants, on peut utiliser les CTA sans aucun souci, en adaptant bien sûr au poids et à l'âge. Et en sachant qu'avec les nouveaux ABAC, à partir de 35-36 kg quasiment pour toutes les molécules, on doit donner la dose totale. On doit respecter la posologie en milligrammes kilo. Et pour les moins de 5 kg, on va considérer qu'ils sont comme les enfants de 5 kg et on va leur donner les mêmes posologies qu'un petit de 5 kg. Pour les patients vivant avec le VIH, ils prennent beaucoup de médicaments inducteurs enzymatiques. Donc il y a beaucoup d'interactions médicamenteuses s'ils sont porteurs d'un accès palustre. Et donc, s'ils sont sous rifampicine pour une tuberculose, ça va diminuer l'efficacité de la quinine, de la mefloquine. Et donc, c'est réellement à surveiller de très très près. Et il faut éviter réellement des associations type artésunate avec cotrimoxazole, artésunate avec efavirenz ou zidovudine, parce que ça rend les traitements inefficaces et ça majeure la toxicité. Pour les patients qui ont une hyperparasitémie supérieure à 4%, qui est une hyperparasitémie pour les non-humains, c'est une CTA obligatoire avec une durée plus longue qui commence à être discutée par les experts de l'OMS. Ils sont en train de discuter 6 jours et non pas 3 jours, vu qu'avec surtout l'artéméter, le méphentrine, on peut avoir une petite tolérance dans certaines régions du monde. Et donc, il vaut mieux majorer à 6 jours, mais ce n'est pas encore validé. Ça le sera peut-être dans le consensus 2021 qui paraîtra 20 d'année. Mais de toutes les manières, il faut surveiller d'une façon très très étroite la parasitémie avec des frottis gouttes épaisses assez étroits pour détecter toute reprise, surtout à J7, J14 et J28. Pour les autres espèces plasmodiales, c'est bien sûr, on est soit dans une zone de chloroquinosensibilité ou de chloroquinorésistance, c'est CTA pour les sensibles en premier lieu. Sinon, si on n'a pas de CTA, ce sera chloroquine parce qu'il vaut mieux éviter les monothérapies. C'est réellement une recommandation, quelle que soit l'espèce plasmodiale, surtout pour falciparum, mais pour toutes. Sinon, chloroquine 25 mg kg avec le schéma 10-10-5 sur 3 jours. Donc 10 mg kg J1, J2, puis 5 mg kg J3. C'est plus actif et mieux toléré que les schémas où on donnait 2 doses le premier jour, puis 5 mg kg deuxième jour. Pour les zones de chloroquinorésistance, c'est CTA uniquement, on n'a pas d'autre choix. Pour la femme enceinte au premier trimestre, ce sera toujours de la quinine. Et pour la primaquine, pour Plasmodium vivax et ovale uniquement, pour malarié, on ne donne rien du tout. Ce sera soit 0,25, soit 0,5 mg par kilo et par jour, mais pendant 14 jours. Donc, en gros, pour résumer la prévention de la rechute, en cas d'accès palustre, soit on est devant un accès à Plasmodium falciparum, et là, ce sera une dose unique de primaquine. Soit on est devant Vivax ou Ovalé, et là on doit voir si le patient a un déficit en G6PD ou pas.
S'il n'y a pas de déficit en G6PD connu ou sur l'interrogatoire, ce sera primaquine 0,25 mg kg pendant 14 jours, mais on peut monter à 0,5. Et s'il a un déficit en G6PD, ce sera primaquine 0,75 mg kg par semaine pendant 8 semaines successives. Quel est le traitement du paludisme grave? Donc, les recommandations actuelles, c'est basé uniquement sur l'artésunate par voie IV ou intramusculaire. Et là, ce sera au moins 24 heures, mais jusqu'à reprise d'un état de conscience normal ou d'une tolérance de la voie orale, donc disparition des troubles digestifs. Et dès lors qu'on arrête l'artésunate injectable, on va donner 3 jours de CTA, quelle que soit la durée qu'on a donnée en injectable. Les posologies de l'artésunate, c'est 2,4 mg kg pour les adultes et les enfants de plus de 20 kg. Et pour les tout petits, qui ont moins de 20 kg, c'est 3 mg kg par dose et non pas 2,4 comme chez l'adulte. C'est très très important à donner de la sorte parce que le volume de distribution n'est pas le même. Et bien sûr, avec l'artésunate injectable, on a quasiment tout le temps une hémolyse post-traitement au-delà du 7e jour qui est due à une anomalie qui se passe au niveau de la rate, parce que les globules rouges parasités vont changer de conformation et vont être lysés en revenant vers le milieu vasculaire. C'est surtout chez les voyageurs non humains, hyperparasitémiques, et qui est à surveiller de près pour ne pas avoir de complications. Quelles sont les alternatives pour les paludismes graves? Donc, vous avez l'artésunate en premier, avec donc l'artéméter en premier lieu. Sinon, en deuxième lieu, si on n'a pas d'artéméter, pourquoi? Parce que l'artéméter, il est beaucoup plus actif, beaucoup plus rapidement actif que n'importe quelle autre molécule antiparasitaire. La quinine sera utilisée en deuxième lieu si on n'a pas d'accès à l'artéméter injectable. Ce sera 15 mg kg en dose de charge, puis mg kg 3 fois par jour dans du glucosé à 10 pour éviter les hypoglycémies, avec une très très bonne surveillance pour éviter toute la toxicité de la quinine. Et pour les moins de 6 ans, en pré-transfert, si jamais il était dans un hôpital périphérique et qu'on va le transférer dans un hôpital universitaire, on peut tenter l'artésunate 10 mg kg en intrarectal, en dose unique, puis le mettre dans une ambulance pour le transférer dans un hôpital universitaire. Est-ce qu'on a besoin d'une association pour les paludismes graves? Non, au fait. Il y a eu une très belle cohorte qui a été étudiée. 4 témoins, donc Bras qui a pris uniquement l'artésunate et d'autres qui ont pris des associations. Il n'y a aucun bénéfice à associer une autre molécule à l'artésunate dans les formes graves. Quelles sont les recherches qu'on a et qui sont en cours? Il y a beaucoup de pistes. Au fait, on reste toujours sur l'artésunate qui est la molécule de référence vu qu'elle a une activité intrinsèque et une activité majeure sur le plasmodium, qu'il soit falciparum ou autre. Mais elle a des écueils, elle a des problèmes. C'est sa demi-vie très très courte qui ne dépasse pas 45 minutes à 1 heure. C'est bien sûr une solubilité qui est très très faible parce qu'elle n'est pas sur une conformation liposoluble, elle est plutôt hyposoluble. Et donc il y a beaucoup de décès, soit qui ont déjà eu lieu, soit qui sont en cours. C'est les combinaisons thérapeutiques avec d'autres molécules qui vont améliorer la demi-vie de l'artésunate et permettre une meilleure couverture du nictémère. Une action double synergique, comme pour les antibiotiques, qui va améliorer l'activité, c'est le principe même des ACT. Et puis, ça va retarder l'apparition des résistances et l'échéance des résistances. Sinon, pour les hybrides, c'est un effet synergique avec une exposition, un temps d'exposition qui est augmenté à cause de l'augmentation de la demi-vie et un mécanisme double qui va améliorer l'activité. Il y a les hybrides, les nano-hybrides qui soient à base de lipides ou autres, qui vont améliorer la solubilité de la molécule, qui va améliorer la biodisponibilité par voie orale et qui va augmenter la stabilité dans les milieux acides qui sont essentiellement au niveau liposomal et ribosomal. Et enfin, il y a les matrix synthétiques qui vont améliorer la solubilisation et le pouvoir de solubilisation dans l'organisme et dans les tissus adipeux essentiellement, afin d'augmenter la biodisponibilité aussi. Donc cette amélioration de l'activité de l'artémisinine est basée soit sur des combinaisons, on peut avoir des combinaisons doubles ou triples, sinon il y a la combinaison d'artésunate avec des antibiotiques, que ce sera les tétracyclines, la doxycycline ou encore la clindamycine. Et ces associations triples ont été pensées parce qu'on voyait des associations à base de dérivés d'artémisinine
commençaient à avoir certaines tolérances ou résistances. Donc, ils ont pensé, comme pour la tuberculose, comme pour le VIH, pourquoi pas donner une trithérapie. Et donc, en regardant la clairance parasitaire, quand on va donner l'artémisinine, qui a une demi-vie très très courte, ça va casser complètement la charge parasitaire et puis disparaître, parce que la demi-vie est très très courte. Et puis, il restera uniquement la courbe en bleu, qui est la molécule antiparasitaire associée. Et donc, en associant deux autres molécules à l'artémisinine, on va garder sur ces parasites tolérants à l'artémisinine deux autres molécules de demi-vie longue qui vont permettre de tuer les parasites à leurs différents niveaux de vie sans pour autant les exposer à la résistance. Donc, à un stade préclinique, il y a des combinaisons de ferroquine avec artésunate. Vous remarquerez qu'il y a quasiment tout le temps artésunate. Et ces hybrides qu'on connaît, mefloquine, primaquine, polyphénol, les systèmes de délivrance, les matrix et les co-cristal, c'est autant de molécules dont soit on dispose, soit qui sont en cours de recherche. Et là, je vous montre toutes les molécules qui sont en cours de recherche, dont certaines sont connues, d'autres pas. Et ceci pour améliorer le niveau d'action. En fait, l'artémisine a l'avantage et le privilège d'agir sur différents niveaux du parasite, aussi bien au niveau de l'hème qu'au niveau des pampes, qu'au niveau des ATPases. Et donc, en fait, en donnant une autre molécule en association, on va améliorer cette action sur les différents niveaux en mettant quasiment une ou une trithérapie à chaque niveau du parasite, empêchant le plasmodium de développer des résistances. Là, c'est tous les essais des kinases qui peuvent être ciblés par les nouveaux médicaments. C'est des listes d'une quinzaine de kinases qui sont en cours d'études. Et puis, il y a les liposomes aussi pour la prise en charge du paludisme. Et ces liposomes vont améliorer la liposolubilité des molécules, ils vont améliorer leur diffusion, ils vont améliorer bien sûr leur activité sur le plasmodium. Et vous voyez qu'il y a eu des liposomes avec différentes molécules, dont essentiellement la chloroquine, mais aussi les tétracyclines et autres. Et donc, ces liposomes vont améliorer solubilité, perméabilité, stabilité chimique des produits antiparasitaires, leur biodisponibilité, leur pharmacocinétique, diminuer les effets indésirables, la toxicité, diminuer le développement de résistance, mais la cible n'est pas réellement spécifique et a priori, ils auront une immunogénicité relativement importante. Donc, est-ce qu'on peut utiliser d'anciennes molécules pour la lutte anti-palustre? Oui, il y a beaucoup d'antibiotiques qui ont une activité anti-palustre, mais faites attention quand même, il y a le problème d'antibiorésistance derrière, mais si on n'a pas de choix, on peut toujours les utiliser. Il y a la sulfadoxine, la pyrimétamine, le cotrimoxazole, les cyclines, la clindamycine, la tigécycline, qui sont autant d'antibiotiques qui peuvent agir sur le plasmodium à sa partie ou sa phase intra-globule rouge, intra-hémocytaire. Donc, est-ce qu'on doit absolument donner des antibiotiques dans les formes graves? En fait, on s'est rendu compte dans les études multicentriques à large échelle que le degré ou l'intensité des infections associées aux soins ou la translocation bactérienne venant des intestins ou d'ailleurs chez les patients qui sont en unité de soins intensifs à cause d'un paludisme grave est beaucoup plus importante qu'on ne le croyait. Et donc, il recommande vivement sur ce papier d'associer une antibiothérapie chez un patient qui a un paludisme grave, surtout s'il est en réanimation, et normalement, ils doivent tous être en réanimation. Donc, en conclusion, le paludisme est une maladie ancestrale qui est l'une des premières causes de décès dans le monde avec la tuberculose. Elle a un impact, elle a eu malheureusement un impact sur la qualité de vie des subsahariens et des tropicaux. Mais l'usage de la chloroquine largamanu pendant Covid, je ne sais pas s'il va avoir un impact quelconque sur la sensibilité des autres espèces plasmodiales. J'espère que non, mais malheureusement, ça a été énormément utilisé. Les résistances de Plasmodium falciparum vis-à-vis d'artésunate actuellement est une réalité en Asie de l'extrême Est. Et donc, il faut toujours les associer d'une façon combinée, parce que si on les vend d'une façon dissociée ou éclatée, les gens peuvent prendre uniquement l'artésunate ou uniquement l'autre molécule, donc il vaut mieux les vendre sous forme ou les fabriquer sous forme de comprimés pré-combinés qui contiennent les deux molécules. Bien sûr, respecter les schémas, les posologies et les durées. Et attention aux faux médicaments. Bon, c'est un problème qui ne se pose pas chez nous, mais quand un patient arrive d'un autre pays, surtout africain ou asiatique,
avec une boîte de médicaments, il faut vérifier que ça vient réellement d'une firme et ce n'est pas un faux médicament qui a été fabriqué dans un garage. Attention bien sûr à la réintroduction du Plasmodium falciparum parce que l'anophélisme existe et donc d'où l'intérêt de la primaquine pour agir sur les gamétocytes ou sur les hypnozoïdes. Et bien sûr, pas la lutte antivectorielle. Actuellement, il y a même des essais sur des vaccins qui commencent à aboutir. Heureusement, on commence à parler de vaccination antiplasmodiale qui peut donner une activité. Et en attendant, nous devons continuer à diagnostiquer, traiter correctement les patients qui reviennent d'un pays impaludé et ne pas passer à côté parce qu'on a une mortalité malheureusement très facile dès lors que le paludisme passe à sa forme grave. Merci. Merci beaucoup, Rim, pour cette revue exhaustive sur les actualités sur le paludisme. Je ne sais pas s'il y a une question dans la salle. Allez-y, docteur Toubeli. Merci, Rim, pour cette belle présentation. J'ai peut-être une proposition, une réflexion et une question. Tout d'abord, je n'ai pas très bien saisi, dans les formogrammes, tu dois associer un antibiotique, je dis premièrement, pour le travail présenté en dernier. Et par rapport à cette association avec l'artésunate, je pense qu'elle doit être, on ne dispose pas encore de toute façon des produits, mais ce serait peut-être destiné aux palus en provenance des régions donc asiatiques différentes. Tant que ça n'a pas été décrit en Afrique, etc., je crois qu'on reste classique. Voilà, et donc c'est une réflexion. Et puis, la question par rapport aux antibiotiques dont tu viens de parler pour le paludisme grave. En fait, sur le papier qui parle du paludisme grave et de la nécessité de prescrire des antibiotiques, c'était donc des paludismes graves en réanimation. Et ils ont remarqué que les sepsis sont beaucoup plus fréquents qu'on le croyait en faisant des hémocultures systématiques. Et donc, ils recommandent, mais c'est un travail, ce n'est pas une recommandation de l'OMS. Donc, dès lors que le patient ne décroche pas rapidement, dès lors qu'il a une instabilité hémodynamique, il vaut mieux commencer l'antibiothérapie en attendant les prélèvements que de dire non, il n'y a que le paludisme grave. Dès lors que l'artésunate va marcher, normalement, il va répandre. Donc, c'est... Oui, bien sûr. Oui, Sam. Merci, Yerim, pour la présentation exhaustive en matière de prise en charge du paludisme. Ma question, c'est à propos de l'utilisation de la primaquine en cas de palu à Plasmodium falciparum. On a compris que c'est pour l'action sur les gamétocytes, mais ma question, est-ce qu'il y a des études qui ont comparé avec ou sans primaquine et quels étaient les résultats de ces études? Bon, il y a eu sur l'argumentaire de l'OMS, je n'ai pas eu le temps de tout lire certainement, mais sur l'argumentaire de l'OMS, il y a toujours une possibilité qu'il y ait des gamétocytes à J7 ou à J28, et comme on ne veut pas avoir de rechute, il y a même une forme de Plasmodium falciparum, ce n'est pas un hypnozoïde parce qu'il ne fait pas d'hypnozoïde, mais il devient plus ou moins quiescent, passant vers la chronicité. Donc, pour éviter ça, on donne la primaquine obligatoirement, mais en 2015, on disait J2, maintenant c'est J1. Excusez-moi, Rim, si j'ai bien compris, le but essentiel de la prescription de la primaquine, c'est d'éviter les rechutes des hypnozoïdes dans les infections autres que l'infection à Plasmodium falciparum. C'est aussi un gamétocyte. Alors, pour faciliter la tâche, à mon avis, dans notre pays, et nous on traite les cas de paludisme qui sont là, j'ai vu sur quelques références bibliographiques quelque chose qui peut marcher sur nos prescriptions et nos habitudes. C'est le fait de ne prescrire de la primaquine que quand il y a vraiment une première rechute à Plasmodium ovale ou à Plasmodium vivax. Sinon, d'emblée, quand on a un ovale ou un vivax, dans la grande majorité des cas, il n'y aura pas de rechute. C'est ma première réflexion et ça nous soulage de la prescription pendant 14 jours de la primaquine. Et je m'invite et j'invite tous mes collègues à éventuellement, quand il y aura une révision du consensus du traitement tunisien sur le traitement du paludisme, à implanter cette idée pour éviter la prescription de la primaquine pendant 14 jours, médicament qui n'est pas dénué d'effets secondaires. Alors, pour le falciparum, l'objectif principal, outre ce qui a été dit, mais l'objectif principal, c'est d'éviter
l'infestation des anophèles tunisiennes par les gamétocytes. Parce que les gamétocytes ne sont pas, en réalité, ne sont pas pathogènes pour l'homme. Et du coup, mais j'ai discuté avec Karim, que j'aurais souhaité qu'il soit présent avec nous. Alors, il m'a fait comprendre que sur le plan entomologique, les anophèles tunisiennes ne sont pas prêtes et pour lui, ça ne pose pas de problème. Donc, je pense qu'on a quelque chose à faire sur cette histoire de primaquine d'ici le consensus prochain. Et je pense qu'on peut faire un peu de retenue sur cette prescription. Comme ça, on évite des effets secondaires graves, en particulier hématologiques, surtout qu'on ne dépiste pas systématiquement un déficit en G6PD donc, avant de la prescrire. Donc, merci, Dr Malakchi, pour cette remarque. Mais en fait, la primaquine, ce n'est pas uniquement contre les hypnosévites et contre les gamétocytes. C'est réellement l'indication majeure quand on l'utilise pour éviter les rechutes. Mais c'est aussi un antipaludéen qui marche sur le reste des parasites avec une demi-vie qui est relativement longue. Donc, c'est comme si on associait une autre molécule pour éviter les rechutes précoces à cause des formes un peu quiescentes de Plasmodium falciparum. Ce n'est pas des hypnosévites, mais c'est pas réellement saisi quand il en parle. Il y a une modification métabolique qui fait qu'il devient comme endormi. C'est pour ça qu'il peut refaire une petite rechute ou une reviviscence. Même Plasmodium falciparum est capable actuellement de faire une reviviscence. Et pour les autres, c'est vrai que notre anophèle n'est pas très prête, et ça on le sait depuis très longtemps parce qu'on bosse tout le temps, nous tous, sur le plasmodium, et nos parasitos, c'est ce qu'ils nous disent. Mais ils nous disent aussi, quand on pousse avec eux un peu la discussion, que la possibilité d'une adaptation est toujours là. Et donc, un comprimé ou deux comprimés de primaquine n'est pas très grave. Et dépister un G6PD chez nous, un déficit en G6PD, pardon, c'est quelque chose de très simple parce que généralement, nous, on mange beaucoup de fèves, on mange beaucoup de produits de la terre de la sorte qui déclenchent les crises. Et si on va le faire, on va le faire à un âge très précoce de notre vie. Et comme nous, on n'a pas un paludisme autochtone, on n'a que du paludisme d'importation, généralement, c'est des adultes. Donc, ils se connaissent déjà déficitaires ou pas, sinon c'est facile de leur poser la question, vous mangez des fèves ou pas, vous partez dans les champs de fèves ou pas. Je crois que le problème chez nous, du problème de G6PD ne se pose pas réellement. De toutes les façons, je pense que cette discussion argumente le fait de mettre le thème du paludisme comme toujours donc un sujet d'actualiser. Je te remercie infiniment, Rim. Et puis, je pense qu'on est arrivé à la fin de cette session. Si